ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je suis Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec. Je suis accompagné aujourd'hui de Maître Anna-Victoria Aguerre, avocate au barreau du Québec, ainsi que de Maître Martine Valois et de Maître Louis-Philippe Lampron, membres de notre groupe d'experts en droit constitutionnel. Je tiens à remercier la Commission des institutions de nous avoir conviés à ces consultations particulières sur le projet de loi numéro 1. À titre de porte-parole du barreau du Québec, je souhaite débuter notre intervention en affirmant ceci. Toute initiative visant à mettre en valeur les caractéristiques propres du droit québécois est non seulement souhaitable, mais essentielle. Ces efforts contribuent à affirmer notre identité et à enrichir notre système juridique. En ce sens, le barreau du Québec prend acte de la volonté gouvernementale de doter le Québec d'une constitution dont l'objet consiste à affirmer plus amplement les attributs de la nation québécoise. Cela dit, le projet de loi 1 va beaucoup trop loin. Dans sa forme actuelle, le texte proposé a pour effet de fragiliser les fondements de l'État de droit québécois. Dans les circonstances, le barreau du Québec se doit d'intervenir pour remplir sa mission première, protéger et informer le public. C'est dans cet esprit que nous sommes présents aujourd'hui, pour permettre à la population québécoise de comprendre en quoi les objectifs affichés, autonomie constitutionnelle, protection des droits des femmes, renforcement de la démocratie, risquent de ne pas être atteints, voire d'être compromis en raison d'enjeux juridiques majeurs posés par plusieurs dispositions du projet de loi. Le premier de ces enjeux porte sur l'affaiblissement des mécanismes de contre-pouvoir. La loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec interdit à des centaines d'organismes œuvrant au service de la société civile de contester la constitutionnalité de certaines lois. À cet égard, elle expose les administrateurs et les dirigeants à d'importantes sanctions financières. Ce type d'interdiction n'est pas acceptable et s'écarte de manière importante des valeurs et des traditions de la société québécoise au profit d'un renforcement du pouvoir de l'État. Les organismes visés font contrepoids à la majorité parlementaire et contribuent au respect des droits des citoyens. La démocratie ne se résume pas à voter une fois à tous les 4 ans. Elle exige qu'entre ces rendez-vous, les citoyens disposent de possibilités réelles et non seulement théoriques de faire valoir leurs droits. Notre second point porte sur l'atteinte à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance judiciaire. Le projet prévoit la création d'un Conseil constitutionnel de nature politique, appelé à émettre des avis à la demande du gouvernement sur l'interprétation à donner à la source première du droit du Québec. Ce mécanisme confère de facto à cet organe une fonction juridictionnelle empiétant ainsi sur le pouvoir judiciaire et portant atteinte à la séparation des pouvoirs. Au surplus, puisque le Conseil et les tribunaux agiront concurremment, la crédibilité des uns et des autres sera inévitablement mise à mal en cas d'opinion opposée, ce qui risque de saper à brève échéance la confiance des citoyens. Par ailleurs, il sera interdit au Conseil constitutionnel de publier les motifs de ses membres dissidents. La pluralité des opinions et la transparence sont pourtant des éléments essentiels à une saine démocratie. Notre troisième point porte sur l'affaiblissement du régime québécois de protection des droits et libertés. Le barreau identifie pas moins d'une douzaine de dispositions qui fragilisent la protection des droits fondamentaux. La prédominance affichée des droits collectifs sur les droits individuels, la hiérarchisation des droits fondamentaux, la multiplication des motifs justifiant une atteinte à ces droits, plusieurs nouvelles règles d'interprétation restrictives et l'affaiblissement du rôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sont autant d'items du projet de loi qui s'inscrivent en faux avec les principes de protection des droits individuels mis de l'avant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant au Québec que par l'ONU, que par la communauté européenne. À ce stade, le barreau du Québec sent le besoin de rappeler ceci. Une démocratie constitutionnelle doit d'abord et avant tout protéger les citoyens contre le pouvoir de l'État. Elle ne doit pas viser à mettre le pouvoir en place à l'abri des critiques et des revendications. Notre quatrième point porte sur l'imprévisibilité juridique et les contentieux constitutionnels. Les bouleversements dont nous venons de parler entraîneront des débats judiciaires coûteux et polarisants, encombrant les tribunaux et surtout semant la confusion dans la population. Une telle imprévisibilité juridique est contraire à ce que l'on peut s'attendre dans un État de droit aussi évolué que le Québec, soit d'avoir des règles constitutionnelles cohérentes, compréhensibles, stables et prévisibles. Le projet de loi jette, à cet égard, un gigantesque pavé dans la mare duquel des ondes de choc juridique se feront ressentir pour des décennies.
Notre 5e point porte sur le manque de transparence dans la nomination des juges à la Cour suprême du Canada. L'article 24 de la Loi sur l'autonomie constitutionnelle autorise le gouvernement à soumettre des candidatures pour combler des postes de juge à la Cour suprême du Canada sans aucun processus de sélection et sans aucune obligation de rendre publics les noms proposés. Cela ouvre toute grande la porte à des apparences de favoritisme et ne respecte pas la plus élémentaire transparence démocratique. Notre dernier point porte sur la réouverture des débats sur le droit à l'avortement. Toute initiative visant à réaffirmer explicitement ce droit comporte un risque majeur, celui d'ouvrir la porte à des restrictions futures. Un leader anti-choix a d'ailleurs indiqué la semaine dernière que la disposition proposée, je le cite, ajoute quelque chose de concret, un genre de cible à abattre. Ceci est malheureusement indicateur des débats à venir. Le barreau du Québec rappelle que l'état actuel du droit protège adéquatement le droit à l'avortement et qu'il n'existe aucun vide juridique en la matière. La décriminalisation de l'avortement est la meilleure des protections. Elle ne pose ni balises, ni limites et n'est susceptible d'aucune interprétation. Elle fait de l'avortement ce qu'il est vraiment, un soin de santé. La vaste majorité des juristes spécialisés en la matière, des groupes de femmes et d'autres organisations, dont le Collège des médecins du Québec, font écho à notre recommandation de retirer cette disposition. Nous invitons donc le gouvernement à s'en remettre aux experts, à la science juridique et aux gens spécialisés dans le domaine plutôt qu'à l'impression trompeuse de sécurité qu'amène l'ajout législatif proposé. En conclusion, tous ces changements ne sont pas mineurs. Ils fragilisent nos institutions et la confiance du public. Nous devons éviter toute réforme précipitée qui affaiblirait notre régime démocratique. À l'heure de l'affaiblissement de plusieurs régimes démocratiques dans le monde, toute réforme constitutionnelle doit affirmer sans équivoque qu'au Québec, l'État de droit n'est pas une idée théorique, mais plutôt une réalité bien ancrée dans nos valeurs. Je vous remercie et nous sommes prêts à recevoir vos questions. Merci beaucoup, M. le bâtonnier. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Maître Nadeau, M. le bâtonnier, Maître Aguirre, Maître Valois, Maître Lampron, merci beaucoup pour votre présence en commission parlementaire. J'apprécie que le barreau se soit déplacé pour présenter son mémoire. Bien, écoutez, peut-être vous dire, ça m'interpelle ce que vous dites, M. le bâtonnier, parce que, tout comme vous, tout comme le barreau, je suis fortement intéressé par l'État de droit. Et je pense que c'est la mission notamment du ministère de la Justice, c'est de la mission que nous exerçons ici comme législateurs, comme parlementaires élus par la population. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cadre de la loi constitutionnelle de 2025, aux articles 18 et 52, on est venu réitérer des principes avec lesquels je pense que vous allez être d'accord avec moi. Notamment 18, l'État est fondé sur les principes de la démocratie, pas mal important ça, de la souveraineté parlementaire, donc vous serez d'accord avec moi aussi, de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs. 52, les tribunaux doivent être indépendants et impartiaux. Même chose également pour les droits individuels. Donc les articles 1 à 38 de la Charte québécoise des droits et libertés, on est venu les insérer dans la loi des lois, dans la partie de la Constitution, justement pour s'assurer qu'ils disposent du statut le plus important qui soit, qu'on vienne protéger les droits des Québécois et des Québécoises. Et même, on est venu ajouter les droits fondamentaux, parce que ceux-là, on a tendance à les oublier, les droits fondamentaux qui sont prévus à la Charte des droits et libertés, à la Charte de la langue française, qui sont prévus, donc 2 à 6.2, donc le droit de vivre en français notamment. Ça, je pense que c'est important aussi pour les Québécois. Puis, au-delà de tout ça, on a ajouté des contre-pouvoirs au fil des années, notamment à penser au commissaire à la langue française, qui est chargé justement de vérifier ce que l'État fait en termes d'exemplarité de l'État. Et là, on ajoute un conseil constitutionnel. Puis, je faisais le laïus pour arriver ici, parce que ça me surprend un peu ce que vous dites sur le conseil constitutionnel, notamment sur le processus de nomination. C'est un processus de nomination aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Quelle est votre critique par rapport au processus de nomination? Il reste politique, Monsieur le ministre. Il n'y a aucune... Ce conseil-là, d'abord, n'aura aucune autorité juridictionnelle formelle, aucune exigence de formation de ses membres, aucune condition par rapport à sa saisine. Donc, ça peut être fait pendant le processus de confection d'une loi, mais ça peut être fait au lendemain d'un jugement de la Cour suprême ou de la Cour d'appel du Québec.
Il n'y a pas de dissidence, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est important, la pluralité des voix. On a noté un silence également. On demande que les gens qui siégeront sur le Conseil constitutionnel soient sensibles à une liste de choses. Hein. Mystérieusement, les droits et libertés ont été oubliés dans la liste, qui fait une dizaine d'items. Donc, il y a ça là, à corriger. C'est une suggestion que vous nous faites d'ajouter. Mais le fait que l'Assemblée nationale se dote d'un outil parlementaire supplémentaire pour informer la population, pour faire en sorte, c'est une nomination 2/3, là, comme la Commission des droits de la personne, comme le protecteur du citoyen, comme le commissaire aux enfants. Quand vous dites c'est politique, expliquez-moi, est-ce que c'est parce que les députés vont déterminer aux 2/3 qui siègent sur le Conseil constitutionnel, c'est mauvais? Parce que vous savez, il y a d'autres juridictions dans le monde là, qui ont des conseils constitutionnels. Avec des juridictions. Des démocraties. Mais les systèmes sont différents, mais notamment en France. Là, on est dans le cadre d'un conseil constitutionnel aviseur qui va créer de la doctrine sur l'interprétation de la Constitution, mais aussi sur les ingérences fédérales. Alors, c'est pas un tribunal, puis on ne prétend pas que c'est un tribunal. Puis vous semblez beaucoup au barreau vouloir absolument qu'il n'y ait pas d'autres points de vue que ceux des cours. C'est un peu ça comment on voit votre mémoire, là. Alors, je ne vois pas pourquoi vous critiquez le Conseil constitutionnel, qui est un organisme qui va relever de l'Assemblée. D'abord pour les motifs que j'ai nommés tout à l'heure, mais également pour l'effet que ça aura sur la crédibilité des tribunaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune règle par rapport à la saisine. Donc, les tribunaux peuvent se prononcer, le Conseil constitutionnel, laissez-moi terminer s'il vous plaît, le Conseil constitutionnel peut se prononcer également sur une même question de droit. Ça aura, à brève échéance, effet de saper la crédibilité des uns et des autres. Et quand on se compare à d'autres pays, vous parlez de la France, il y a une autorité juridictionnelle importante au Conseil constitutionnel français, Monsieur le ministre. Ici, il n'y aura pas d'autorité juridictionnelle. Est-ce que vous croyez au dialogue interinstitutionnel? Absolument. Parce que dans notre démocratie, Absolument, qui tire sa source britannique, c'est comme normal que l'exécutif, le Parlement, le législatif, le judiciaire... Vous savez, le judiciaire peut se tromper aussi. Puis la mécanique canadienne et la mécanique britannique fait en sorte qu'il revient aux parlementaires de déterminer ultimement comment ça se passe. Mais là, vous souhaitez nous verrouiller en disant, bien écoutez, il ne faut surtout pas se doter d'outils constitutionnels supplémentaires avec un Conseil constitutionnel pour donner un point de vue différent. Moi, je n'ai pas cette crainte-là. J'ai confiance aux tribunaux, mais j'ai confiance aussi au Parlement. Nous ne souhaitons verrouiller personne, Monsieur le ministre, mais pour tous les motifs que j'ai nommés, l'absence d'autorité juridictionnelle, l'absence de formation de ses membres, donc des non-juristes pourraient siéger sur ça, l'absence de règles par rapport aux saisines, sans dissidence, sans exigence de sensibilité au niveau des droits fondamentaux, le fait que les uns et les autres, donc les cours et le Conseil constitutionnel, se prononceront en même temps, c'est la forme du Conseil constitutionnel que nous contestons, non pas son existence même. Tout ce qui est prévu fait en sorte que ça aura pour conséquence de saper l'autorité des tribunaux et la séparation des pouvoirs. Mais je suis en désaccord avec vous, M. le bâtonnier, puis honnêtement, moi, je pense pas qu'il y a juste des juristes qui détiennent la vérité. Puis une pluralité d'opinions, une pluralité de formations, ça peut être une bonne chose dans des organismes, notamment délibératifs, mais des organismes aussi qui vont conseiller, qui vont interpréter aussi. En France, là, je pense que c'est quand même une grande démocratie. Bien, c'est pas vrai que tous ceux qui siègent au Conseil constitutionnel français sont des juristes. Alors, se limiter, puis honnêtement, je fais un mea culpa de notre profession. Il n'y a pas juste les juristes dans la vie, il y a d'autres professions aussi que les gens sont bien formés et qui peuvent amener des idées différentes ou une conception de la vie différente ou une conception de l'interprétation du droit aussi. Les sociologues sont très bien outillés, je pense, puis on a eu quelques exemples dans la société québécoise. Alors, sauf erreur de ma part, je ne suis pas spécialiste en droit français, M. le ministre, mais le Conseil constitutionnel contient plus que 5 membres en France et les non-avocats sont des gens, notamment les anciens présidents de la République, quand même bien formés. Là, actuellement, là, il y a
il y a absence de qualification pour les gens qui siégeront sur. Mais sur vous le voudriez Conseil que ça soit constitutionnel. juste des juristes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. OK. Sur la question de l'article 5, là, parce que Oui. beaucoup d'éléments de vos prises de parole publiques au barreau ou beaucoup de ce qui se retrouve dans votre mémoire tourne autour de l'article 5. Donc, de la loi sur l'autonomie constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'empêche personne d'ester en justice? C'est très théorique, Monsieur le ministre, parce que avec quel argent vont-ils rester en Non, justice mais les citoyens normaux? Est-ce qu'on empêche quelqu'un d'ester en justice? C'est ma Théoriquement, première question. non. Concrètement, oui. Bien, en fait, ce que l'article dit, c'est que pour certaines situations, ils ne pourront pas utiliser des fonds publics lorsque l'Assemblée nationale va avoir déterminé que la loi contient des caractéristiques fondamentales. S'ils choisissent d'utiliser d'autres moyens, mais c'est aussi le critère, vous savez, parfois les tribunaux, il y a l'intérêt pour agir aussi. Donc, c'est pas n'importe qui peut intervenir à n'importe quel moment. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais je ne vois pas le lien avec l'article 5. Bien, il y en a un aussi, parce que ce n'est pas systématiquement un accès aux tribunaux. Alors, l'article 5, ce qu'il prévoit, c'est que tout le monde peut accéder aux tribunaux, tout le monde peut rester en justice, mais dans une certaine mesure, lorsque dans certaines lois limitées, comme la Charte de langue française, la loi sur la laïcité, également la loi sur l'intégration nationale, on ne pourra pas utiliser des fonds publics. Donc ça, vous êtes en désaccord avec ça. Oui, parce que ça donne un accès à la justice théorique et non pas concret, Monsieur le ministre. Avec quel argent le citoyen normal va-t-il s'adresser aux tribunaux dans une contestation constitutionnelle qui passera par la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême? On parle de centaines de milliers de dollars de frais juridiques et vous dites « Ah, ils ne sont pas empêchés de le faire, la loi n'empêche pas de le faire. » Elle l'empêche concrètement de le faire parce qu'ils n'auront pas les moyens pour le faire, Monsieur le ministre. Mais vous savez, ce n'est pas les citoyens normaux dont on parle. Hein, on parle des organismes publics. Je voulais juste rappeler quelques éléments parce que ça m'a un peu surpris la position du barreau, considérant qu'il y a énormément de membres du barreau. Puis je me questionne, on dirait à chaque fois qu'on veut amener des changements importants dans la société québécoise, le barreau est souvent contre. Puis, tu sais, je regardais ça notamment, le barreau a pris position contre la loi sur la justice administrative, contre le no-fault à l'époque, contre la création de la Cour des petites créances, contre la création de la Commission des lésions professionnelles, contre la loi sur le financement des partis politiques, contre la loi sur les consultations populaires, contre le projet de loi 14, contre la Charte des valeurs, contre la protection du territoire agricole, contre le projet de loi 60, contre la loi sur la laïcité. Merci. Beaucoup de dispositions contre 96. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député d'Acadie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bâtonnier, bonsoir. Bonsoir. Maître Aguerre, professeur Lampron, professeur Valois, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. J'aimerais continuer avec justement l'article 5, qui, on en parlait, qui fait en sorte qu'il y a une série d'organismes qui ne pourront pas utiliser des fonds publics pour contester des lois qui ont des caractéristiques fondamentales du Québec qui ne sont pas par ailleurs définies dans la loi. Donc, le Parlement peut décider, il y aura une très grande marge de manœuvre. Mais quand on regarde la liste des organismes, on trouve entre autres la Commission des droits de la personne, qui normalement devrait être un organisme très indépendant, faire la promotion des droits de l'ensemble de la société. Est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'on essaye de museler la Commission des droits de la personne? Oui, et on y trouve également le Conseil de la magistrature, on y trouve également les autres professionnels, dont le barreau du Québec, on y trouve également l'ensemble des municipalités du Québec, les centres de services scolaires. Donc oui, ça m'inquiète que des organismes au service de la société civile ne puissent plus ester en justice. Et lorsqu'on dit que c'est des lois qui protègent les valeurs québécoises, en fait, quand on s'intéresse à l'article 5, je pense que ce qui est important de dire, c'est que n'empêcher les gens d'aller devant les tribunaux, ça ne fait pas partie et ça ne doit pas faire partie des valeurs québécoises. Des valeurs ou des caractéristiques fondamentales du Québec, parce que les citoyens peuvent s'adresser aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Oui. Merci, je vous remercie. Autre question, il y a un autre article dans la partie 2 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, particulièrement l'article 17, où le gouvernement peut émettre
à l'attention des ministères, des organismes, puis on parle encore d'une série d'organismes, donc ça pourrait être théoriquement être des ordres professionnels. Et on dit que le gouvernement peut ordonner, par exemple, de ne pas participer aux travaux parlementaires fédéraux, de ne pas participer à l'élaboration de règlements fédéraux. Est-ce qu'il peut arriver que des ordres professionnels soient consultés pour l'élaboration de certains règlements fédéraux, par exemple, et donc, avec cette disposition-là, le gouvernement pourrait les empêcher d'agir et donc de remplir leur mandat? Absolument. On est consulté comme on le fait aujourd'hui. On fait exactement le même exercice avec les commissions parlementaires fédérales. Et oui, notre lecture de la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec fait en sorte que le gouvernement du Québec pourrait nous empêcher d'aller en commission parlementaire à Ottawa, ce qui est au cœur de la mission du barreau du Québec, soit la défense de la primauté du droit et le fait d'agir comme conseiller juridique des deux ordres de gouvernement. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Bien sûr que ça nous inquiète, je le dis, c'est au cœur de notre mission. Dans les dernières semaines, je l'ai fait à 4 reprises en commission parlementaire sur des projets de loi en matière criminelle. Je crois l'apport du barreau important dans les juridictions fédérales. Je vous remercie. Il y a un autre élément sur lequel j'aimerais avoir votre expertise, et c'est l'article 26, mais de la première partie, donc de la primauté de la Constitution. Le gouvernement écrit « Le Québec est un État de tradition civiliste ». Et clairement, en droit civil, c'est le cas, mais ça dit « est un État ». Est-ce qu'on n'a que la tradition civiliste au Québec? Moi, c'est ma compréhension, c'est que le droit, c'est le droit privé québécois, donc le droit privé, le droit de propriété, de tradition civiliste, et j'en suis très fier. J'ai une maîtrise en la matière. Je pratique en droit privé. Cela dit, je n'ai pas cette compréhension-là par rapport au droit public, au droit criminel notamment. Je crois que le Québec est un État de bijuridisme. C'est une caractéristique fondamentale du Québec. Depuis maintenant 250 ans, nous vivons avec ce régime de droit civil en matière privée et un régime de common law en matière publique. Ça nous singularise au Québec. Et je trouve dommage qu'en un trait de crayon, on veuille effacer ce 250 ans de construction juridique qui fait de nous ce que nous sommes au Québec. Parce qu'on s'entend, M. le bâtonnier, que notre droit public, évidemment pas le droit criminel, c'est fédéral, mais même le droit pénal provincial, c'est du droit public, c'est pas nécessairement de tradition civiliste. Donc, si on inscrit ça dans une constitution, c'est comme si on voulait faire abstraction d'une partie de notre droit, finalement. Et de l'histoire juridique québécoise. D'accord. Je vous remercie. J'aimerais qu'on parle un peu, il reste moins de temps, du Conseil constitutionnel, des tribunaux, vous en avez parlé, là. C'est comme si il y aurait une compétence concurrente, mais le Conseil pourra toujours voir ses avis contestés devant les tribunaux. C'est ma compréhension. Mais ce n'est pas le rôle du procureur général d'être le jurisconsulte du gouvernement. Et donc, est-ce que le Conseil constitutionnel ne va pas usurper ou modifier le rôle du procureur général? Le barreau ne s'est pas penché sur cette question. Et quand je dis qu'ils sont en concurrence, je parle d'une concurrence de facto, parce que le Conseil constitutionnel n'aura aucune juridiction. C'est vraiment une concurrence de fait, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pourrait être appelé à rendre des avis sur exactement les mêmes questions qui sont soumises aux tribunaux. Et donc, la population, les citoyens, auront ces deux avis, parfois contradictoires, et donc confusants pour eux, et ce qui vient atteindre à la séparation franche des pouvoirs souhaitables dans un État de droit. Et ce qui peut générer, finalement, plusieurs litiges devant les tribunaux, plutôt que d'en régler. C'est une partie de notre mémoire, c'est-à-dire tous les éléments substantifs qu'on souligne font en sorte qu'il y aurait effectivement un gigantesque contentieux constitutionnel par rapport à différentes questions. L'article 5 dont on a parlé tout à l'heure en est un, mais il y a différentes questions au niveau du régime de protection des droits individuels, au niveau de la séparation des pouvoirs. Le contentieux sera Merci beaucoup, majeur. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Monsieur le député de Maurice Richard, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre mémoire que j'ai lu avec assiduité durant une bonne partie de la nuit. Très important. J'invite tous les gens qui nous écoutent à le lire. Il est limpide et franchement assez effrayant par rapport au projet qu'on a devant nous. On a entendu plusieurs personnes qui défendent le projet de constitution nous dire mais attention, on codifie juste des choses qui existent déjà. La tradition civiliste, la loi 21, la loi 96, la loi sur l'intégration. Est-ce que, en fait, ça ne change pas grand-chose? C'est quoi votre vision sur la phrase « on codifie juste » qui existe déjà? Nous ne pouvons pas être d'accord avec le fait que la Constitution serait en droit constant. Il n'y a qu'à mentionner l'interdiction de citer devant les tribunaux, la création du Conseil constitutionnel, tous les changements, les ajouts au régime de protection des droits individuels. Donc, ce n'est pas notre lecture que cette Constitution-là est à droit constant. On a entendu aussi le ministre plutôt nous dire, mais en fait, on a intégré la charte dans la Constitution et donc on lui donne un statut constitutionnel. Est-ce que ce projet de Constitution renforce la Charte des droits et libertés québécoises? C'est vrai ce que M. le ministre dit, qu'elle est intégrée au niveau de la Constitution, mais il y a également intégration, et je l'ai dit, d'une douzaine de dispositions qui viennent affaiblir le régime de protection québécois. Hein. C'est un régime québécois et ça a fait une grande fierté pour le Québec en 1975 au niveau de son adoption. C'est une fierté constante parce que les modifications se font normalement de manière très consensuelle à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une douzaine de dispositions qui viennent amoindrir le régime. Donc, c'est comme un pas par en avant, puis 12 pas par en arrière. Pour terminer, si tout se passe comme le prévoit le gouvernement, au mois de juin ou juillet, nous allons avoir une nouvelle constitution. Est-ce qu'elle va améliorer la situation du droit au Québec? Pas si elle n'est pas corrigée, suivant les commentaires que nous avons formulés dans notre mémoire. Merci beaucoup. Monsieur le député de Jean Talon, s'il vous plaît. Merci. Vous ne concluez pas votre mémoire et vous n'avez pas de recommandation comme telle, mais au début de votre mémoire, vous dites que lorsque des initiatives législatives compromettent les fondements, ce que vous qualifiez d'être les fondements de notre système juridique, il est impératif de les dénoncer. Vous avez des mots assez durs pour le projet de loi, préoccupation majeure quant à la préservation des principes fondamentaux de l'État de droit, porte atteinte aux garanties essentielles du droit dans une société démocratique, compromet la prévisibilité juridique, la légalité et la protection des droits fondamentaux, etc. Je ne veux pas prendre trop de temps. Compte tenu de ces conclusions et compte tenu de comment vous qualifiez le projet de loi 1, quelle est votre conclusion et quelle est votre recommandation aux députés de l'Assemblée nationale? Il ne peut pas être adopté tel qu'il est actuellement. Les modifications, ce n'est pas au barreau. Vous savez, lorsque les modifications sont nombreuses et importantes, ce n'est pas au barreau de les écrire pour les parlementaires, mais vous les avez nommés, Monsieur le député, au niveau de l'accès aux tribunaux, au niveau de la séparation des pouvoirs, au niveau du régime de protection, au niveau de la stabilité du droit. Si le texte doit être adopté ainsi, je crois effectivement qu'il y aura un affaiblissement important du concept d'État de droit au Québec. Compte tenu de l'importance des préoccupations que vous soulevez, est-ce que vous considérez que les consultations qui ont cours actuellement sont le type de consultations qui sont nécessaires, qui sont requises pour l'adoption d'un tel projet de loi? Je crois que le ministre de la Justice avait toute légitimité pour lancer ce processus et nous ne nous sommes pas penchés en détail sur ce qui aurait dû être fait en amont de la commission parlementaire. Cela dit, nous nous sommes penchés par contre sur le statut supralégislatif qu'on donne à une loi. C'est le cas avec la Charte des droits et libertés actuellement. Et il ne découle pas uniquement de la disposition qui dit que si on veut en violer une disposition, on doit le dire. Ça découle également du consensualisme dans son adoption, du consensualisme dans ses modifications, du contenu. Est-ce que le contenu est consensuel? C'est le cas avec la Charte actuellement. Mais force est de constater que sans les changements que nous proposons et que plusieurs autres proposent, ce consensualisme-là ne sera pas présent et donc le statut supralégislatif de la Constitution. Merci beaucoup. Sera Monsieur le Bâtonnier, aux gens qui vous accompagnent, merci beaucoup d'avoir participé à la commission. C'est très important pour nous. Et cela dit, la commission suspend ses travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci beaucoup.